Faut-il investir dans PepsiCo? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc c'était une hausse linéaire, on va dire, depuis 10 ans. Et paf, ça s'est arrêté en 2023. Ça décroche maintenant. Est-ce que le couteau est planté ou est-ce que ça continue à tomber? On va essayer de voir ça ensemble. Alors, croissance du chiffre d'affaires. En médiane, 3%, on va dire. Marché très mature. C'est lié, on va dire, à la croissance du PIB mondial, hein. Donc on a 3,5 maximum à attendre. Ça a quand même bien ralenti en 2024. On a eu ici, en 2021 une forte croissance, mais à mon avis, c'est lié plutôt à l'inflation. En organique et déflaté de l'inflation, c'est pas forcément très élevé comme croissance. Grosse acquisition ici, en 2020. Il y a de temps en temps des petites acquisitions. On est à 12 milliards d'acquisitions contre 177 milliards de market cap. C'est pas forcément structurant, on va dire, les acquisitions qu'ils font. Donc là, on est plutôt sur une boîte qui est quand même très mature, hein. Alors, les taux de marge. Taux de marge brut à 55%, très stable depuis 10 ans, donc c'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils arrivent à maintenir leur prix. On n'est pas sur une forte augmentation des marges depuis le début alors depuis 20 ans. Depuis le début de la cotation, quand même un petit peu, mais c'est rien d'exceptionnel non plus, hein. Donc, bon, on est sur un business est correctement géré, mais qui a pas non plus un levier opérationnel de fou. Donc, on est correctement géré, hein. 10 de taux de marge net, c'est quand même correct. Alors, conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a un trou. Plus de bénéfices nets que de free cash flow. Est-ce qu'on a une variation défavorable du BFR? Non, pourtant. 22 milliards quasiment de variations favorables, donc ça aide les cash flows opérationnels. Au niveau des dépréciations amortissements contre les CAPEX, en fait, la différence, elle vient là, hein, elle vient de là, hein. On a une énorme dépense en capital par rapport aux dépréciations amortissements en cumulé. Donc on continue à investir massivement dans l'appareil productif, on continue à l'augmenter, cet appareil productif, mais bon, il y a plus trop de croissance. Donc est-ce que ça a du sens de continuer à dépenser autant? Point d'interrogation. Et si on regarde les other non-cash items, on en a pour 6 milliards, donc ouais, c'est pas énorme. OK, bah, alors en fait, la différence vient de, cette dépense en capital qui est quand même, assez énorme, hein. Pour valoriser l'entreprise, pour être conservateur, il faudra mieux utiliser les free cash flow. Surtout qu'on est sur un business qui est censé rendre du cash aux actionnaires, hein, puisque c'est assez mature. Donc, on devrait dégager du flux, on devrait dégager des free cash flow, ce qui semble pas être le cas actuellement. C'est un peu dommage. Alors, la rentabilité opérationnelle. On est sur 17 en médiane. Actuellement, on est à 18. C'est très rentable comme business, hein, quand même. C'est très, très rentable. Et ça, c'est plutôt une rentabilité opérationnelle, mais on peut regarder le rendement des fonds propres, hein. Mais, ils ont beaucoup de dettes, on va voir ça après. Mais le rendement des fonds propres, lui, il est à 50, hein, c'est énorme. Après, ça, c'est boosté par, les rachats d'actions. On va aller voir ça après également. Alors, l'endettement d'abord. Ah, il monte beaucoup l'endettement. On est à plus de 2 fois l'EBITDA, 2 fois et demi, on va dire. Ça reste gérable, hein, à ce niveau, pas de souci. Faudra qu'à un moment quand même, ils songent, à plafonner la dette, hein, parce que là, c'est une augmentation assez linéaire et c'est un peu dommage. On est à 5 fois, entre 5 et 6 fois les free cash flow. Ça reste gérable à ce niveau-là, mais maintenant ça a un coût financier, surtout avec les taux d'intérêt qui ont bien monté, hein. Donc, je pense qu'ils devraient quand même prioriser le remboursement de la dette dans l'allocation du capital. Ensuite, la rémunération des actionnaires. Hop, on a un rendement d'actionnaire à 4,7%, ce qui est quand même bien, hein. Attention que tous les dividendes, tous les free cash flow sont passés en dividendes, voire plus. Donc on a versé du dividende à crédit. Donc ça, c'est pas top. C'est pas top et surtout que, les free cash flow maintenant, ils ont l'air bloqués à ce niveau-là. Bon, ils ont atteint un point haut ici en 2023. Maintenant, ils sont bloqués, on va dire à 7,5 milliards, alors que le dividende continue à augmenter. Mais ça, c'est pas soutenable ça. C'est pas soutenable. Donc, le dividende, malheureusement, va devoir être coupé à un moment donné. Et surtout qu'on voit que les rachats d'actions, avant, ils étaient assez, réguliers, linéaires et cetera. Et puis là, on est, sur quelque chose qui plafonne, hein. Donc on a plus de free cash flow pour racheter des actions. Donc ce rendement de l'actionnaire, à mon avis, il va pas rester à ce niveau-là. Il va être plutôt, il va redescendre à 3 quelque chose de cet ordre-là. La valorisation maintenant, beaucoup de dettes, on se met en VE sur EBITDA. On a quand même, 30 de décote, hein. Mais là, je pense qu'on paye aussi le fait qu'il y ait plus de free cash flow, hein. Et donc, le multiple, est en train de baisser. Maintenant, on est au plus bas depuis 2014
et encore, c'était un pic temporaire, sinon c'est 2013. Bon, donc conclusion du dossier Pepsi, tout allait bien et puis les free cash flow ont arrêté de monter et alors qu'ils ont continué à verser du dividende. Donc il va falloir trouver une solution pour Pepsi, soit faire remonter le free cash flow, soit baisser le dividende, mais là, soit trouver un relais de croissance. L'allocation du capital ne me semble pas optimale pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.